On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une campagne de dons planifiée à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu. Objectif, 15 millions de dollars sur 3 ans. Mais d'abord, parlons de ces Voix oubliées, un programme de rétablissement en santé mentale. C'est le 10e anniversaire cette année. Le temps passe vite, voire trop vite, mais quand même, 10e anniversaire de ce projet de rétablissement qu'on appelle Ces Voix oubliées. 3 invités pour en parler. D'abord, Serge lui-même, l'instigateur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Eric. Également, Martine Thibault, qui est chef clinico-administratif en santé mentale adulte au 6 Montérégie-Centre, qu'il faut dire maintenant, c'est bien dit. Et notre troisième invité, une participante donc à Ces Voix oubliées, Jacinthe Morissette. Bonsoir et bienvenue. Serge, 10 ans. Incroyable, hein? Tu pensais-tu te rendre jusque-là? Non. Et pourquoi on s'est rendu jusqu'au 10e anniversaire? Parce qu'on fait un bon travail d'équipe. Je pense que c'est sûr qu'avec avec l'équipe de Martine, l'équipe clinique, les partenaires, tout le communautaire qui travaille, on est un comité organisateur extraordinaire qui fait en sorte qu'on innove aussi tout le temps. On arrive avec des nouvelles idées, on arrive avec une nouvelle façon de faire en santé mentale jeunesse, 8-12, santé mentale jeunesse 16-17, excuse-moi, 13-17. Et plus les adultes. Je pense que c'est l'expérience aussi qui fait en sorte qu'on est de meilleur en meilleur. Hein? On a des résultats plus rapidement. Je ne sais pas, c'est un petit mélange de tout. Écoute, ça a pris au bout de 3 ans, on était au Théâtre des Deux-Rives. C'était assez incroyable. Tu sais, ça avait pris de l'ampleur, là. Ah oui, on remplit le bas chaque année. C'est quand même pas mal de monde. Madame Thibault, qu'est-ce que ça remplit? Dans le fond, souvent, je dis dans la vie, l'humain a horreur du vide. Et quand on voit Ces Voix oubliées qui a pris autant d'ampleur sur 10 ans, dans le fond, qu'est-ce que ça a comblé dans votre service? Dans le fond, ce que ça a comblé, c'est vraiment qu'on a l'espoir, hein, et tous les gens partagent qu'on a l'espoir du rétablissement et que c'est faisable. Et qu'on a des résultats concrets avec tous les usagers qui ont participé là, depuis 2006. C'est vraiment fantastique. Il y a des gens qui réalisent des choses que peut-être nous-mêmes, on ne ferait pas peut-être aller sur la scène. Hein, parce que moi, je trouve que c'est très, très, très valorisant pour ces gens-là et je les admire pour tout le travail qu'ils font. Et ça montre aussi à nos équipes que nos gens ont beaucoup de potentiel, ils ont des forces. Ouais. Ça nous aide aussi à voir que pour travailler avec les personnes qui ont un problème de santé mentale, on utilise les forces. Et c'est ça qui est fait avec CVO. Des fois, on oublie un petit peu, mais ces gens-là ont beaucoup de force, de résilience aussi. Jacinthe, est-ce que donc c'est ta première participation? Oui, exactement. Donc c'est cette année? Oui. Donc tu vas participer cette année. Donc toi, dans le fond, là, dans les dernières semaines, tu fais les différentes pratiques et tout ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, la semaine prochaine, nous avons les 2 générales, puis le 7 mai, le spectacle. Ça s'en vient vite. Qu'est-ce qui t'a amené à poser ta candidature comme participante pour l'édition 2015? Bien, déjà, en partant, j'adore chanter. Puis quand j'ai reçu la lettre qui parlait du projet, j'étais vraiment contente parce que c'est assez rare, les projets de chant pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Je trouvais ça vraiment une belle opportunité. Bon. Souvent, et ce qui m'a toujours frappé, je pense à chaque année, hein, quand on vous a reçu ici en entrevue, soit pour les prix que vous avez reçus, on pourra y revenir tantôt, mais souvent, le visage de la santé mentale, les gens ont soit des préjugés, hein, ça arrive, ou des paradigmes, ou une image qui se font dans leur tête, là, une espèce de stéréotype. Pourtant, quand je regarde Jacinthe, si on te croise sur la rue, il n'y a personne qui sait que tu as un problème de santé mentale. Non. Toi, tu le sais à l'intérieur de toi, mais visiblement, et c'est ça, le portrait de la santé mentale, il est très diversifié. Là. Toi qui les côtoies là, depuis 10 ans... Puis je te dirais que même les gens chez qui ça paraît énormément, c'est absolument extraordinaire de les côtoyer. Ils sont drôles, ils sont allumés, on peut discuter de tout, même si la médication est plus forte et qu'il y a les effets secondaires qui peuvent les ralentir. C'est un groupe hyper énergique quand même, l'entraide qui se forme aussi, la force du groupe. Les différences, au début, c'était un petit peu difficile des fois, là, ceux qui vont... Comme Jacinthe, que ça paraît un peu moins versus ceux que ça paraît un peu plus, mais plus on avance, on s'aperçoit que chacun, comme disait Martine tantôt, les forces ressortent, puis on vient qu'on ne voit plus la différence et ça devient un groupe unifié quand même. Est-ce que, puis je sais aussi que vous avez fait des projets avec des élèves aussi au primaire, à un certain moment.
En même temps, je regarde ça, je me dis, ça permet aussi une forme d'acceptation sociale. C'est-à-dire que autant où les préjugés ont pu faire des ravages pendant plusieurs années, autant où le projet des Voix oubliées vient un peu contrecarrer ces préjugés-là. On travaille beaucoup avec... Tu sais, ça fait longtemps qu'on vient de voir, là, tu sais qu'on fait une école primaire, on forme une chorale issue de classe primaire 5e année régulière. Alors, ces enfants-là, ben, on va les rencontrer, on parle des différences, surtout. On ne tourne pas beaucoup autour de la santé mentale, on les touche un peu parce qu'ils vont les côtoyer durant le concert et dans les générales, mais on les amène vers à parler des différences. Puis eux, bien, amènent les parents et ces parents-là, bien, amènent grand-papa, grand-maman. Et là, on se ramasse avec une centaine de personnes qui viennent issus de cette classe de 5e année-là. Et ces gens-là, bien, pour la plupart, n'ont pas vraiment de contact au niveau de la santé mentale et le découvrent là et voient que ce qui se vit sur scène, bien, moi aussi, je le vis. Ce qui se dit, tu sais, dans les chansons qu'on interprète, ce qui touche, parce que j'ai écrit deux comédies musicales pour parler de leurs problématiques à eux, ce qu'ils peuvent vivre, bien, on se retrouve là-dedans. Et là, il y a un travail assez fort de ces voix oubliées au niveau de la déstigmatisation des préjugés. C'est ça. Donc, ça permet une déstigmatisation. Ouais. Et en même temps aussi, on réalise que les gens qui ont un problème de santé mentale, c'est des personnes, ce n'est pas des maladies, c'est des personnes. Fait que ça joue beaucoup. Des gens, beaucoup sont surpris de voir tout ce que les gens qui ont un problème de santé mentale peuvent avoir là, comme force pour se présenter sur une scène, composer, participer là, à un spectacle de cette ampleur-là. Toi, Jacinthe, jusqu'à présent, là, les différentes pratiques que tu as pu avoir depuis le début du projet pour l'édition 2015, comment as-tu évolué là-dedans? Comment te sens-tu là-dedans? Bien, c'est sûr qu'au début, c'est vraiment d'y aller une journée à la fois, une pratique à la fois, parce qu'on est gêné, on a de la misère peut-être avec d'autres personnes, on n'est pas habitué. Donc, vraiment, dans mon cas, à moi, c'était une évolution dans ma façon d'approcher les gens. J'ai plus confiance en moi. C'est vraiment un beau projet qui permet de s'épanouir, je pense. Si on prend la Jacinthe d'il y a, je ne sais pas, 1 an ou 2 versus aujourd'hui, en quoi elle est différente? Et en quoi les Voix oubliées ont contribué à ça? Bien, vraiment, la confiance en moi, vraiment. Plus m'affirmer, prendre des décisions plus difficiles. Vraiment... Toi, Serge, tu les vois grandir, tu les vois évoluer, tu les vois se développer à travers ça. Jusqu'au spectacle ultime, là. C'est un peu ça. Hein? Il y a comme un début, un milieu, il y a une fin, mais parce qu'à chaque année, vous changez les participants. C'est quoi, 12-15 personnes à peu près? Ça joue, on joue entre 12 et 15. Entre 12 et 15. Mais tu les vois, donc, ces gens-là évoluer, s'émanciper, en quelque part, là. C'est drôle que tu me parles de ça parce que ce matin, Jacinthe m'a appelé. On s'est parlé un petit peu parce qu'elle était un petit peu nerveuse parce que c'est sa première entrevue télé. Puis c'était oui, vraiment. C'était un petit peu ça que je lui disais. C'est comme vous autres, vous le voyez peut-être un peu moins parce que vous êtes dedans, hein, ils sont dedans, sont à l'intérieur du processus, tandis que nous qui sommes à l'extérieur, on voit le changement. Et on a deux intervenantes, une qui vient de l'équipe de Martine et une bénévole qui vient à chaque année m'appuyer, si tu veux, parce qu'il y a tout le temps moi qui anime, mais si quelqu'un ne va pas bien, bien, il y a quelqu'un qui peut prendre la relève pour en discuter avec la personne qui va un peu moins bien. Mais eux, ils sont là une pratique sur 2. Puis juste une pratique sur 2, c'est-à-dire le lundi, le mercredi, je reviens le mercredi suivant, une semaine après, et il y a déjà des changements, autant vocal qu'au niveau comportemental aussi. On voit ce que Jacinthe disait. Tu sais, moi, je vois tout au début, là. Tout le monde est gêné, tout le monde est à sa place, personne ne se parle. Ça prend 1 mois et demi, déjà des groupes qui se forment, puis après ça, bien écoute, les groupes se mélangent. C'est extraordinaire de voir ça. Pour le 10e anniversaire, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? On parle d'une revue musicale. Ouais. En quoi veux-tu marquer cet événement de par son 10e anniversaire? De par des histoires de succès. Bien, écoute, je ne veux pas trop en dire non plus. On garde un petit peu la... Faut que tu teases, il faut que tu teases. Ouais. Bien, comme on dit en anglais. Il va y avoir des surprises visuelles, je te dirais. Tiens, on va aller dans l'audiovisuel. Il va y avoir des surprises audiovisuelles. On travaille plus avec ça. C'est une première. On n'a jamais fait ça jusqu'à maintenant. Ça va se passer sur grand écran. Il va y avoir, comme je te disais, la seule chose que j'aimerais te dire, c'est qu'il va y avoir des personnes qui vont venir témoigner de qu'est-ce que ça leur a apporté puis où ils sont rendus aujourd'hui.
entre autres. Mais on va garder les surprises. Ouais. Des surprises. Oui, c'est ça. On a tout le bien les temps la même chose, hein, tout le temps notre classe de 5e année qui va venir encore l'école Saint-Gérard pour une 2e année, puis tout le temps notre volet jeunesse, les enfants de l'école Saint-Lucien en classe d'adaptation qui vont venir faire la petite prestation Bon, aussi. on s'en est parlé un peu là, dans les 2 dernières années, mais vous avez eu, disons, plusieurs distinctions là, au fil du temps, là, importantes. Là. Oui. Oui. Bon, on a Assez surprenante Oui. même. Je pense qu'on était même surpris. On est allé à Québec, là, gagner le premier prix avec le C3A. Ça fait on va l'appeler comme ça, puis ça s'appelait comme ça avant. À l'époque, oui, ça fait. C'est le prix là, de l'Institut de l'administration publique, C'est ça. secteur santé et services sociaux. Ça, c'est assez spécial. Ça. Oui. C'est comme une grande soirée de gala, un peu comme tu sais, au gala de la disque. Là, puis quand ils nomment ton nom, c'est le fun. C'est flatteur. Là. C'est assez flatteur, oui. C'est comme on Et était en comme même un temps, peu. les voies oubliées ont fait des petits aussi au fil du temps, là, même à l'extérieur du territoire ici. Oui. là. Oui. Oui. On est rendu avec 3 régions qui offrent l'activité. Le sud de la Naudière, Châteauguay, avec Charlemagne, pas Châteauguay, excuse-moi, Repentigny, Charlemagne, tout ce secteur-là, et le secteur de Châteauguay. Là, ça, c'est grand. Là. Châteauguay, on va à Napierville, la Prairie, c'est assez grand aussi. Fait que le spectacle va se faire à Châteauguay et l'autre se fait à Charlemagne. Et là, avec l'arrivée du nouveau CIS, le centre intégré qui prend maintenant le territoire de la Montérégie-Centre, Oui, est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça peut se développer autrement? mais c'est sûr que c'est un projet là, qu'on veut conserver parce que c'est tellement... c'est c'est un bon projet de rétablissement. Hein. On travaille même, je suis en train de travailler sur l'élaboration des meilleures pratiques au niveau des agréments. Alors, je travaille là-dessus. C'est vraiment... C'est avec l'ajout de Charles Lemoine maintenant, je ne sais pas ce que ça peut... On ne sait pas non plus. Je ne sais pas, mais c'est sûr que nous, on travaille là, pour garder Vous poussez ça. dans ce sens-là. On pousse dans ce sens-là, oui, parce que, tu sais, on a rejoint quand même, jusqu'à date, là, depuis 2006, on a rejoint 127 usagers qui ont participé. Puis il y a environ, là, on a près de 5000 spectateurs qui sont venus au spectacle. C'est quand même quelque chose, là. Donc, jeudi, le 7 mai, 19h au Théâtre des Deux-Rives, revue musicale, 10e anniversaire de Ces Voix oubliées, donc 15 $ pour les adultes, 10 $ pour les 12 ans et moins. Donc, les gens peuvent se procurer leur billet au 346-2222, le poste 1, c'est bien ça, ou sur place s'il en reste, Oui, bien sûr. sur place, il y en a tout le temps. Oui. C'est sur place qu'il y en a tout le temps. En terminant, le mot de la fin, Jacinthe, qu'est-ce que tu appréhendes le plus pour le spectacle ou de quoi as-tu le plus hâte pour le spectacle? Bien, c'est un peu mitigé. J'ai vraiment hâte d'être sur scène, mais j'ai vraiment peur d'être sur scène. Donc, Il y a 2 sentiments, là. Oui, c'est ça. Ça va être de vraiment, je pense, relaxer et m'amuser dans ça. Là. Donc, Et la fierté de l'avoir accompli une fois terminé, exactement, c'est ça. c'est ça. Puis l'entendre en solo en plus. Ah ouais, Ouais. c'est bon, en plus. Superbe de belle voix en plus. C'est bien. À découvrir. Bien, à vous 3, merci beaucoup, puis meilleure des chances. Merci Eric. beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de dons planifiés du côté de la Société Alzheimer du Richelieu. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Quand on est dans les œuvres, des œuvres de bienfaisance, des organismes à but non lucratif, des causes importantes, notamment la Société de l'Alzheimer du Richelieu, on le sait aujourd'hui, plusieurs personnes sont touchées par la maladie ou le seront, sans compter bien sûr les gens qui aident les proches aidants. Et donc, on a besoin de ces organismes et on a besoin beaucoup d'argent aussi pour les maintenir. Ce qui m'a beaucoup impressionné quand j'ai vu la manchette dans le Canada français du 12 mars dernier, c'est la Société Alzheimer veut amasser
15 millions de dollars. Le chiffre est impressionnant et on parle de dons planifiés, qui est peut-être un concept qui est peut-être un peu méconnu. On va tenter de le démystifier. Deux invités pour en parler. D'abord, Robert Larue, qui est directeur des partenariats et du don planifié à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Luc Bazinet, qui est directeur général Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, mais également le président d'honneur du don planifié. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est le don planifié? C'est un concept qui date d'un peu plus de 150 ans. Ici au Québec, c'est un concept qui a été mis de l'avant particulièrement par la communauté juive américaine à l'époque via le don de police d'assurance vie comme tel. Donc, le don planifié, la définition est dans le nom. Donc, c'est une planification d'une générosité qui se fait de son vivant, qui peut avoir une application de son vivant ou une application, évidemment, après son décès. Donc, on décide nous-mêmes de son vivant à qui va aller, évidemment, nos actifs, nos avoirs, à la famille. Et comment a-t-on eu l'idée d'implanter ce concept du don planifié ici à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu? Bien, de plus en plus, on dit qu'il y a à peu près 25 000 organismes de charité, de bienfaisance ici au Québec, un peu plus de 85 000 au Canada. Et depuis toujours, particulièrement chez les francophones, les organismes de bienfaisance se financent par l'événement. On a tous, là, au Québec, on parle d'un peu plus de 3 000 tournois de golf de financement pour les organisations. Des bénévoles, des heures d'organisation et pas toujours des marges de profit très rentables pour le nombre d'heures qu'on y met. Là. Oui, la plupart des organismes s'intéressent à la liquidité des gens et pourtant, dans les actifs des personnes, il y a beaucoup plus à aller chercher comme tel. Autrefois, les gens avaient peu d'argent, mais beaucoup d'héritiers. Aujourd'hui, évidemment, les actifs d'une personne sont quand même assez considérables. On parle d'un peu plus d'un demi-million d'argent sous forme d'actifs particulièrement immobilières que les gens possèdent et de moins en moins d'héritiers. Hein. On parle de 1,2, 1,3 enfants par famille. Donc, un programme de don planifié permet d'apporter une réflexion chez la personne, à savoir à qui est-ce que tu veux laisser en quelque sorte là, tous tes avoirs. Quelle est ou quelle sera l'implication de Desjardins dans ce don planifié, M. Bazinet? Bien, quand on m'a approché bien entendu pour l'implication que j'ai déjà donnée à d'autres organismes, mais aussi par toute la possibilité du nombre d'entrevues qu'il y a dans la caisse chez nous. C'est près de 5 000 entrevues par année qu'on réalise du côté du placement, pardon. Et compte tenu que le produit d'assurance vie est un des produits qu'on offre à nos clients, bien, je pense que le match était assez facile à imaginer. Une belle implication pour la caisse et puis de bonnes possibilités pour l'organisme. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vos conseillers financiers vont rencontrer des clients, au cours de la discussion, on va leur proposer, dans le fond, dans leur planification, de planifier un don pour la Société Alzheimer? En fait, on ne va pas jusque-là à tout coup. OK? L'objectif, c'est de parler d'assurance vie. Puis à partir du moment où on parle d'assurance vie, moi, je suis identifié comme étant le président d'honneur. Donc, les employés sont fortement invités à mentionner que, by the way, saviez-vous que notre directeur général est président d'honneur de la campagne? Puis je pense que comme je disais tantôt, c'est un match qui allait un peu de soi. Ce qui m'impressionne beaucoup, moi, c'est le montant. Parce que quand on regarde dans notre communauté ici, on regarde la Fondation Santé qui trime dur pour ramasser des millions de dollars sur une période donnée. La Saint-Vincent-de-Paul, qui est de peine et de misère, va chercher 400 000 par année ou à peu près. Comment peut-on aller chercher 15 millions de dollars sur 3 ans, 2015 à 2018? En fait, l'entente de partenariat que nous avons conclue à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu avec Desjardins du Haut-Richelieu et aussi avec 3 autres caisses dans la région, parce que la Société couvre 35 municipalités en tout. Donc, on parle environ de 60 quelques conseillers en sécurité financière à l'intérieur de ces 4 caisses-là qui, bon an, mal an, rencontrent tout près de 8 à 10 000 personnes. Donc, évidemment, un des grands rôles de Desjardins dans cette entente sera de faire la promotion du don planifié par la distribution du dépliant officiel là, de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu. On voit ici.
C'est bien ça. Donc, évidemment, dans ce dépliant, on explique quand même assez rapidement ce qu'est le don planifié, mais c'est surtout pour susciter la réflexion. Toute personne à qui on pose la question à savoir est-ce que vous avez une planification financière, d'une part? Oui. Tout près de 80 des Québécois au niveau francophone n'ont pas de planification financière. Autant à la retraite qu'au niveau de la planification successorale. Donc, c'est le privilège de chaque personne de prendre les décisions de son vivant lorsqu'elle est apte, évidemment, à prendre les décisions. Puis, chaque personne s'intéresse aussi à laisser un peu son empreinte, particulièrement philanthropique, à savoir, oui, c'est possible qu'on fasse la différence. Et bien souvent, les gens nous disent, bien, on n'a pas d'argent, nous, on apprécie cette cause qui nous a soutenus, qui nous a aidés, mais on n'a pas d'argent. Mais bien souvent, le don planifié va porter la réflexion sur les actifs d'une personne. Par exemple, un don immobilier, un don mobilier, un don de contrat d'assurance vie. En quelques mois, on a réussi à récupérer tout près d'un demi-million. Ça va vite. De dons. Bien, donner 100 000 sous forme d'assurance vie, ça peut représenter peut-être une prime de 25-30 par mois seulement. Donc, évidemment, c'est un beau levier, l'assurance vie, pour pouvoir donner un don quand même substantiel qui risque de faire une différence à moyen et long terme. Parce qu'une chose est sûre, c'est que, évidemment, cet argent-là va être déposé par la compagnie d'assurance un jour ou l'autre, évidemment au moment du décès de la personne, du donateur. Là. Mais c'est une belle façon de faire un don d'envergure. Est-ce que je me trompe ou la Société Alzheimer du Richelieu est probablement l'un des premiers organismes sur le territoire à utiliser cette façon de faire du don planifié? Moi, en tout cas, de mémoire, là, j'ai pas souvenir. La plupart des grands organismes ont un programme de don planifié, mais ce que j'appelle qui est non actif. C'est-à-dire, ils ne se sont pas associés avec des gens dont la fonction première est de proposer une planification financière. Donc, évidemment, le don planifié est issu d'un exercice d'une planification financière. Donc, évidemment, lorsque la personne a été sensibilisée, mais elle va peut-être intégrer, en quelque sorte, ce don planifié à l'intérieur de sa planification. En fait, si vous permettez, ce que dit M. Larue, c'est que l'organisme est à peu près le seul à travailler dans la liquidité de la succession, tandis que les autres travaillent tous dans la liquidité du donateur actuel, ce qui fait toute la différence. C'est énorme. C'est énorme. Vous qui êtes un homme de chiffres, est-ce que c'est un pari audacieux que de viser 15 millions de dollars sur 3 ans, ou si ça vous apparaît réaliste? Bien, c'est toujours audacieux, mais si on met un objectif trop petit, on ne l'atteindra peut-être pas. Donc, par expérience, tu mets l'objectif le plus haut possible, puis tu mobilises les ressources en conséquence. Qu'est-ce que 15 millions de dollars sur 3 ans peut faire comme différence dans un organisme comme la Société Alzheimer du Richelieu? Évidemment, on parle de dons qui pourraient avoir un impact à moyen et long terme lorsqu'on parle de dons planifiés. Il y a aussi le don immédiat. Quelqu'un qui possède un contrat d'assurance vie, par exemple, et qui n'a plus d'héritier, qui n'a plus de bénéficiaire, mais pourrait céder immédiatement ce contrat d'assurance vie à la société qui pourrait immédiatement aller chercher les valeurs de rachat. Donc, ça pourrait être un don immédiat, mais essentiellement, le don planifié, c'est une réflexion qui permet d'effectuer un don à moyen et long terme. Et avec tout cet argent-là, qu'est-ce que peut faire la société de plus? Parce que je sais que vous avez des listes d'attente. Malheureusement, c'est une maladie qui touche beaucoup de monde, donc on veut offrir des services et tout ça. Donc, en quoi ça peut faire une différence pour un organisme comme la Un programme de don planifié va assurer la pérennité financière d'une organisation. Nous, on couvre 35 municipalités, un territoire quand même assez grand comme tel, et on a une liste d'attente de 70 personnes aidants, proches aidants, qui, malheureusement, avant d'être desservis par la société, risquent de décéder. Comme tel. Et ça nous prendrait 3 points de service sur ce territoire, Saint-Jean étant évidemment un endroit. On en a un seul à l'heure actuelle. Donc, ça va permettre le développement et assurer la pérennité financière de l'organisation. Et d'ailleurs, on pouvait lire dans cet article du Canada français du 12 mars 2 exemples que je veux quand même citer. Celui de Gérard Borel, qui est le directeur général du complexe Oasis Chartwell dans Normandie, qui donc fait une promesse de don de 100 000 $. On ne veut pas qu'il décède tout de suite.
mais un jour, ça arrivera, comme nous tous d'ailleurs. Vous citez également l'exemple d'une infirmière, Mme Dupré, qui, elle, opte pour un 20 000 avec son mari. Donc, voilà des exemples concrets de gens qui ont se sont déjà, dans le fond, compromis pour un don, là. En fait, on en a pour près d'un demi-million actuellement de gens qui ont signé une entente, une convention de dons, sous une forme ou une autre, plusieurs sous forme d'assurance-vie, d'autres sous forme de fonds de dotation. Mais en même temps, vous savez que c'est de l'argent qui va arriver un jour, mais vous ne savez pas quand. Mais on sait que c'est un gage d'avenir. Mais la dame Dupré, c'est un don immédiat. Elle s'est engagée là, pour quelques 20 000 À chaque année, il y a un certain montant d'argent qui est déposé là, en liquidité directement à la société, contre un reçu d'impôt. Évidemment, il ne faut pas l'oublier. Le reçu d'impôt qui permet de réduire son don de près de 50 en crédit d'impôt. C'est l'autre question que je voulais poser à M. Bazinet, parce que, disons, dans l'antichambre des conseillers financiers de vos employés avec vos clients, en quoi c'est avantageux pour un client de Desjardins d'effectuer un don planifié via une assurance? En quoi ça devient intéressant? Pour une succession, peut-être que... Est-ce que les enfants vont voir ça d'un bon œil ou d'un mauvais œil, de dire oh, il va y avoir moins d'héritage pour moi, ou au contraire, non, mes parents sont généreux et veulent, dans le fond, se compromettre tout de suite pour un don à cet organisme? Bien, il y a plusieurs angles, à mon avis. D'un point de vue fiscal, M. Larue est probablement mieux placé que moi pour répondre à la question. Mais ça se passe bien, ce type de choses-là. Ouais. Parce que, d'abord, ça vient rien que du cœur. Hein? C'est vrai. On travaille la raison pour parler au cœur. Et de plus en plus, même les enfants vont aller vers quelque chose comme ça. Ouais. Donc, de voir les parents donner l'exemple. C'est vrai. Puis ça met pas, aujourd'hui, ça ne met pas en péril la survie des héritiers. Là. On n'est pas comme peut-être 20, 50, 60 ans, où là, les héritiers attendaient après. Aujourd'hui, on est complètement dans d'autres choses. Donc, la générosité, on le voit dans ce programme-là, on le voit dans un paquet d'autres programmes. Je dirais qu'elle est plus à l'heure du jour. À vous deux, merci infiniment, puis en souhaitant bien sûr que ce don planifié fasse des petits via, bien sûr, les clients de Desjardins. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, bien sûr, on vous présente notre Bavière quotidien. Une nouvelle matière est maintenant acceptée dans les écocentres. Il y a eu une entente, bien sûr, avec une jeune entrepreneur de la région pour la récupération des CD, des DVD et des jeux vidéo dans les écocentres. Pour information, compo.qc.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. Vous avez l'horaire de l'émission à l'écran. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. C'est au câble 09 à ne pas manquer. Et pour acheter vos petits livrets de bingo, il y a une trentaine de dépositaires dans la région. Pour avoir la liste, visitez notre site Internet. À demain. Bye bye.